Bonjour à tous, on finit sur les aspects algorithmiques du langage et du coup on a un dernier élément à regarder ensemble, c'est la notion d'exception et puis la façon de les utiliser, de les traiter dans un programme en Ruby. Vu que cette vidéo va être assez courte, je prendrai aussi le temps sur la fin de la vidéo de revenir un petit peu sur les supports que vous avez sur le site UltraGreen pour vous accompagner et de revenir un petit peu sur l'ensemble de toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à présent pour quelque part préparer la suite, c'est-à-dire l'entrée sur le cycle de vidéos concernant les écosystèmes. Jingle! Alors, les exceptions en Ruby, c'est... n'oublions pas, hein, Ruby c'est un langage full objet, donc forcément ces exceptions vont être des objets. On va essayer effectivement de regarder un petit peu, de façon un peu progressive, comment ça s'utilise. D'abord, ces exceptions, on peut les lever nous-mêmes. Dans n'importe quelle méthode en Ruby, vous allez pouvoir effectivement utiliser le mot-clé raise et lui donner un objet qui représente une exception et la description associée à cette exception. Et puis après, effectivement, souvent on utilise ça avec les formes modifieurs des structures de contrôle, hein. Donc on fait raise une exception avec son commentaire, si ou à moins que telle ou telle condition. Et après, on fait le reste du traitement. Ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, on a l'habitude en Ruby de mettre ce raise au début de la méthode pour faire un petit peu le blindage, le contrôle d'exécution des méthodes. C'est très courant et du coup, c'est très courant aussi d'utiliser la forme modifieur pour faire ce genre de choses. Maintenant, effectivement, l'objectif qu'on va avoir, c'est de gérer les exceptions dans le langage. On a un petit peu vu déjà, hein, dans les blocs et la façon d'écrire les blocs, qu'effectivement, un bloc en Ruby commence par begin, finit par end. Et dans ce bloc, on essaye d'exécuter un code. Ce code peut avoir des défaillances. Et ces défaillances, on va essayer de les rattraper, de les catcher. En Ruby, on fait ce qu'on appelle un rescue. On récupère l'objet de l'exception qui a été levé par un raise, par nos propres raise, ou alors par un événement spécifique qui survient dans l'exécution du bloc qu'on a fabriqué. Donc on peut on peut sélectionner les exceptions. Donc on va avoir autant de rescue qu'on veut en fonction du type d'objet d'exception qui va être levé, et on va pouvoir l'envoyer dans une variable temporaire E et pouvoir traiter un comportement spécifique sur l'exception en utilisant la référence E qu'on a mis en affectation sur le rescue. Quoi qu'il arrive, on l'avait vu, on peut effectivement s'assurer que quel que soit les catchings qu'on a fait, le niveau d'exécution du bloc sur lequel on a fait une gestion des exceptions, on va pouvoir faire un traitement final systématique avec ensure. Ce qu'il faut bien comprendre en Ruby, c'est qu'il va falloir effectivement d'être le plus explicite possible sur les exceptions qu'on veut récupérer et d'adapter les traitements au regard des exceptions. Donc rien n'empêche, et au contraire, je dirais, il faut essayer d'être le plus précis possible sur le rescue. Par contre, il y a aussi une règle qu'on va voir aussi, quand on va voir un petit peu plus tard l'arbre des exceptions. Il ne faut pas essayer de faire un catching généraliste. Mieux vaut essayer, au contraire, d'avoir une approche plutôt de traitement spécifique de chacune des exceptions. C'est pas grave si le bloc est long, c'est pas grave si ça rend verbeux le programme, c'est au contraire fait pour s'assurer qu'on fait bien des traitements spécifiques en fonction des erreurs qu'on reçoit. Et de ne pas essayer d'aller mettre l'objet à rescue au plus haut niveau de l'arbre, c'est pas comme ça qu'on procède. Alors, fabriquer une exception, pour soi-même, c'est assez facile, hein. On a juste à hériter standard error en lui mettant le nom de la classe qu'on veut et puis potentiellement en rajoutant des informations, des métadonnées supplémentaires de l'exception si on veut, pour le traiter de façon spécifique. Et puis après, on va pouvoir faire un raise de sa propre exception, comme on l'avait fait pour une exception classique du langage. Donc il suffit effectivement de faire une classe, une sufficient found error, qui va hériter de standard error, et puis après, derrière, ça permet d'avoir, quand l'exception va être levée dans le runtime, dans l'exécution du programme, une exception spécialisée qui va être générée, et donc pouvoir encore, effectivement, permettre un catching spécifique des erreurs, et ne pas identifier une erreur de façon trop générique. Donc, la levée d'exception avec raise, la notion de bloc et de catching des exceptions, qu'on avait déjà un peu vu,
Et puis après, effectivement, la création de ses propres exceptions, avec la notion d'héritage sur un objet d'exception standard. Et puis, pas oublier qu'effectivement, Ruby, c'est un langage full objet, donc toutes les exceptions sont des objets. Donc ça, je rabâche un peu, mais c'est important. Donc effectivement, on a un arbre des exceptions standard en Ruby, hein, et il part de exceptions. On ne catche jamais exception, parce que sinon ça voudrait dire qu'on ne sait pas ce qu'on a catché. Donc on voit qu'exception va hériter en standard d'erreur, que quand on va faire les héritages de ses propres exceptions, c'est pareil, on ne les fait pas à partir d'exception, on les fait à partir de souvent de standard d'erreur. Et puis après, on a, en fonction de ce qu'on a fait, si on fait une opération sur des fichiers, on va regarder des IO ou des EOF error. Si on a fait des opérations sur des arguments de méthode, sur des arguments passés à un programme, on va utiliser une argument error. On a des type error quand on a des erreurs de typage de données ou des castings qui sont pas possibles. Et on a des runtime error quand c'est un problème d'exécution du programme. Donc il y a un certain nombre d'exceptions. Il y en a une qui est intéressante aussi, qui est tout en bas de la liste, enfin pas tout en bas, l'avant-dernière de la liste, qui est Not Implemented Error, qu'on peut effectivement utiliser quand on est en train de faire par exemple du TDD ou du BDD et qu'on va prototyper le squelette de l'objet qu'on veut mettre en place. Tant qu'on n'a pas implémenté, donc tant qu'on n'a pas résolu le test qu'on a défini en Test Driven Development, on peut potentiellement faire un rise de une Not Implemented Error pour bien identifier qu'on est bien dans une structure de code qui n'a pas encore été implémentée. Donc, si on regarde, donc Standard Error, c'est la classe de base pour la plupart des erreurs d'exécution courantes. C'est celle que moi je vous encourage à utiliser pour faire l'héritage de vos propres exceptions. Argument error, quand tout ce qui est passé comme argument est invalide ou incorrect à une méthode, mais on peut l'élargir au cadre d'exécution d'un script, par exemple. Les IO error, input-output error, surviennent quand on fait des erreurs sur des fichiers, des écritures, lecture-écriture sur des fichiers. Zero division error, bon bah là, c'est quand il y a une erreur de division par zéro, donc c'est pas forcément vous qui allez la raise, celle-ci, elle va arriver quand vous avez fait quelque chose qui est pas tout à fait logique dans votre programme. Les type error, bon bah ça, comme son nom l'indique, c'est dès que vous avez une erreur de type de donnée, que la donnée attendue n'est pas la bonne, potentiellement, vous pouvez les raise si vous faites une partie d'un programme qui attend des données utilisateurs et que ces données n'ont pas les bons formats, un type error, c'est possible de le raise de votre côté. Name error, dès qu'on a des problèmes de nommage d'une variable ou d'une méthode, ça c'est comme ça que va l'utiliser l'interpréteur Ruby, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour potentiellement des cas d'usage spécifiques. No méthode error, vous essayez d'appeler une méthode qui n'existe pas sur un objet. Alors vous vous rappelez que Ruby est hautement dynamique et que je le montre pas dans ces vidéos, dans ce cycle de vidéos, mais on peut très bien gérer le fait qu'on exécute une méthode qui n'existe pas et on a une méthode de hook, une méthode de catching qui est surchargeable en cas d'appel à une méthode qui n'existe pas. Donc si elle n'est pas surchargée, ça implémente un no method error. Par contre, si elle est surchargée, vous pouvez potentiellement faire un traitement générique quand on appelle une méthode qui n'existe pas. Alors les détracteurs de Ruby, ils n'aiment pas trop cette mécanique et effectivement, il ne faut pas en abuser parce qu'on peut faire des choses qui deviennent très peu performantes quand on commence à faire de l'auto-implémentation. On peut faire des choses qui, à la fin, sont pas du tout efficaces. Index error, c'est les erreurs de manipulation de données structurées de type tableau, chaîne ou liste. Runtime error, c'est l'erreur qu'on a quand on exécute n'importe quel programme qui va commettre une erreur dans sa phase d'exécution. Et puis les regex errors, c'est toutes les erreurs, c'est l'exception qui est générée quand on fait des erreurs sur l'utilisation des expressions régulières. Alors je ne l'ai pas montré dans cette vidéo, mais effectivement Ruby supporte les expressions régulières compatibles Perl avec quelques petites différences, mais vous ne serez pas dépaysé si vous avez l'habitude de les utiliser. Donc, la prochaine vidéo fera référence à l'écosystème, mais avant, on va revenir sur la source de documentation et sur les moyens à votre disposition pour reprendre un petit peu tout ce qui a été vu sur les précédentes vidéos. On va essayer de les lister. Donc, on va revenir sur un support, sur une partie du support et on va aller regarder les sources d'informations. Donc effectivement, on commence un petit peu ce rappel de ce qu'on a pu voir en Ruby. On a commencé effectivement avec une première vidéo concernant les aspects, l'introduction sur le langage, l'intérêt du langage, les caractéristiques et les principes du langage. On avait vu effectivement la notion
indispensable de variables et les différents types de données un peu primaires, on va dire, hein, string, numérique, les floats, les nombres à virgule flottante, etc., etc., puis les symboles. On a ensuite continué avec les structures de contrôle. On a commencé à voir les structures de contrôle, donc les structures de conditions, les structures de boucle, la notion d'itération qui est extrêmement importante en Ruby. Et puis on est revenu sur les structures de données un petit peu plus composées, array, hash, les ranges, les structures, les open struct. Ce qui nous a permis ensuite après d'aller sur les méthodes, parce qu'on avait un petit peu besoin de la notion de liste et de la notion de hachage pour voir les passages de paramètres des méthodes. Et donc on a vu la notion de méthode et de bloc. Une fois qu'effectivement on a vu les bases de l'utilisation des méthodes, on est revenu sur les méthodes avec une introduction sur l'opérateur splat et finalement la compréhension complète de l'utilisation des listes et des hachages comme paramètres et comme keywords sur les méthodes, et puis la notion de passage de bloc et la notion de closure sur les méthodes. On a fait un centric précis sur les opérateurs splat et on a vu qu'il y avait des usages qui étaient au-delà de l'utilisation par les méthodes. On a vu la notion d'objet proc et d'objet lambda, les outils nécessaires à faire des closures en Ruby, quelque part, et l'équivalent des fonctions fléchées dans de nombreux langages. Et puis, une fois qu'on a vu ces objets-là, on a donc effectivement vu que c'était des principes de programmation fonctionnelle, de lambda expression qui étaient quand même associés à ce genre d'objets. On est rentré dans le vif du sujet, sur la programmation full objet. On a expliqué en quoi Ruby était un langage full objet. Et une fois que ces fondamentaux sur les principes full objet étaient posés, on a regardé comment manipuler les objets, comment instancier, créer les objets, c'est-à-dire regarder finalement ce qui est important dans le langage Ruby, comment gérer ses propres classes, ses propres objets. On a vu que les classes en Ruby, comme tout est objet, sont aussi elles-mêmes des objets, et donc elles sont des receveurs potentiels d'exécution de méthodes, les fameuses méthodes de classe. On a vu enfin effectivement la visibilité des méthodes, la notion de protected, privé, public, inhérente aux aspects d'encapsulation de la programmation en objet en Ruby. Et puis enfin, on a vu cette notion d'exception aujourd'hui. Je reviens sur les supports, les sources et les supports associés. Je pense que c'était intéressant de faire un petit peu ce rappel, vu que c'était une vidéo assez courte sur les exceptions aujourd'hui, de regarder effectivement que vous avez le site ultragreen.net sur lequel il y a une doc, un post qui a été créé sur le blog d'ultragreen.net qui porte le même nom que le cycle de vidéo, c'est-à-dire Ruby de newbie à ready. Et qui va vous permettre, donc j'ai mis le lien ici, donc en fait c'est assez simple, c'est blog.ultragreen.net ou ultragreen.net, ruby-de newbie-a-ready, et puis vous arrivez sur ce post. Vous allez pouvoir le retrouver aussi en navigation en cherchant un tout petit peu sur le site. Donc je vous l'avais expliqué, l'ordre du document est le même que le cycle de vidéo, donc n'hésitez pas avant qu'on y aille dans l'écosystème outils d'aller potentiellement retourner sur ce support qui va beaucoup plus loin sur les concepts. Mes vidéos ont plus un caractère introductif des sujets et d'aller sur ce document qui vous permet d'expérimenter plus en profondeur les sujets avant qu'on attaque sur la partie écosystème. Et même sur la partie écosystème, la vidéo sera nettement plus structuré et avec nettement plus de contenu et d'illustration sur chacun des aspects. Donc je vous remercie, et puis du coup on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour attaquer la dernière ligne droite sur Ruby, un cycle de vidéos qui va parler de l'écosystème outils. On commencera avec on va lister l'ensemble de tous les outils qui sont indispensables, et en premier lieu on va effectivement regarder le système de GEM, le système de package en Ruby. Merci et au revoir.